Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas changé d'avis depuis la première vidéo sur la présentation. C'est normal puisque j'ai tourné les deux le même jour. Aujourd'hui on va parler de la route. La route elle est indispensable. Elle nous permet de se rendre partout. C'est un bonheur cette route. Mais le problème c'est qu'il y a souvent des accidents et il faut prendre en compte ce qu'on appelle la sécurité routière. Elle doit être omniprésente pour rouler en toute sécurité pour arriver à bon port. Tout de suite le générique. Donc aujourd'hui, on va parler de la sécurité routière. La sécurité routière, elle est omniprésente comme je l'ai dit précédemment. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à deux véhicules en particulier. Pourquoi? Parce que ce sont les véhicules que vous allez utiliser le plus souvent. Et celui que vous allez être à même d'utiliser très rapidement, c'est la voiture et la moto. On va commencer par la voiture d'abord. La voiture, en général, c'est le premier permis qu'on passe. On le passe tout de suite quand on a 18 ans. C'est rassurant. C'est très pratique puisque du coup c'est un véhicule quand même qui est très polyvalent. On peut transporter jusqu'à 8 personnes en plus de nous, on peut transporter jusqu'à 3,5 tonnes avant de passer dans la catégorie au-dessus. Bref, la voiture c'est vraiment le permis qu'on passe en priorité. Les voitures sont très confortables, on se sent en sécurité. Il y a de plus en plus d'options qui nous permettent en fait d'améliorer la sécurité. Alors le risque zéro n'existe pas. Il n'existera jamais, mais néanmoins, plus on a des systèmes de sécurité dans une voiture et au plus on est à même de réduire un maximum le risque d'accident. Cependant, ce n'est pas parce que la sécurité est améliorée en voiture qu'il ne faut plus faire attention. Donc il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas regarder son téléphone tout en conduisant. Il ne faut pas laisser libre cours à son imagination. Il faut qu'on reste quand même assez concentré sur la route, parce que sinon ça peut être très problématique. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt m'intéresser, au-delà de ça, à un point très important au niveau de la voiture, c'est la ceinture de sécurité. Parce qu'au-delà du fait que oui, il faut être concentré, oui, il ne faut pas regarder le téléphone portable, etc., ça, il y a plein de vidéos déjà qui nous bassinent avec ça. La ceinture de sécurité, elle est très importante et on constate quand même pas mal qu'elle est mal mise, voire pas mise du tout. Et même quand elle est mise, mais mal mise, je vais expliquer après pourquoi, elle sert pas à grand chose finalement. Alors une ceinture de sécurité, pourquoi elle se met? Eh bien tout simplement parce que, alors je vais faire de la physique mais très courte. Si on regarde ici, tout véhicule en mouvement transporte de l'énergie et accumule de l'énergie. L'énergie cinétique, je ne sais pas si on y voit grand chose mais j'essaierai de zoomer, est égale à la masse du véhicule fois sa vitesse. Je m'arrête là pour la physique, promis. En gros, ça veut dire qu'au plus je roule vite et au plus j'ai un véhicule lourd, au plus j'emmagasine de l'énergie. Sauf que le problème, c'est qu'en cas d'accident ou de freinage brutal, cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Il faut bien qu'elle se dissipe. Alors en cas d'accident, c'est la carrosserie de la voiture qui va se déformer. Et la déformation de la voiture, ça va nous permettre à nous, conducteurs et passagers, de ne pas nous-mêmes nous déformer. En cas de freinage d'urgence, même chose, l'énergie cinétique, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et c'est le rôle justement de la ceinture de sécurité, en 3 points comme on a maintenant sur les voitures avec les nouvelles normes, la ceinture de sécurité nous permet en fait d'être bloqués sur notre siège. Alors la ceinture de sécurité, je ne vais pas rentrer dans un délire et dans une explication physique, ça pourra faire l'objet de prochaines vidéos. Mais en tous les cas, la sécurité routière nous conseille d'attacher la ceinture de sécurité suivant cette manière. Premièrement, la ceinture de sécurité, maintenant, elle est en 3 points. Un premier point, si je me place en tant que conducteur qui est en haut à gauche, la ceinture vient passer sur ma poitrine et s'attacher sur le côté. Et j'ai une deuxième ceinture, alors on n'y voit pas grand chose, donc je me place, qui va venir au niveau de la ceinture abdominale. Ce qui est très important pour placer la ceinture de sécurité, c'est de la placer sur ces points précis, au niveau de la clavicule et au niveau des hanches. Pourquoi? Parce qu'au niveau du corps humain, ce sont des endroits qui sont très solides et en cas de choc frontal, le fait que la ceinture de sécurité soit comprimée au niveau de la clavicule et au niveau du bassin, ça va nous plaquer contre le ciel et ça va nous permettre de ne pas avoir mal. Si jamais la ceinture de sécurité, je passe mon bras au-dessus parce qu'elle me fait mal au niveau du cou, si jamais je la détends un maximum avec la pince, la fameuse pince qu'on met derrière nous, ou si jamais au niveau de mon ventre, elle n'est pas plaquée contre mes hanches, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est bien joli parce que le policier ne nous dira rien puisqu'on a la ceinture. Mais en cas de choc, toute la distance
entre mon corps avec ma main droite et ma ceinture avec ma main gauche, ben cette distance-là va suffire à m'abîmer. Je m'explique. Exemple, je porte une doudoune, donc j'ai une petite épaisseur, d'accord? Petite épaisseur de 10 cm entre la doudoune, la ceinture et mon corps. En cas de choc frontal, la distance que va parcourir ma ceinture de sécurité pour venir me compresser au niveau du ventre, cette petite distance de 10 cm, elle va suffire à littéralement m'exploser la vessie ou encore mes intestins. Donc très important, la ceinture de sécurité, je la plaque au niveau de mes hanches, je la plaque au niveau de ma clavicule et je la serre. En plus de ça, en cas de tonneau, alors bien sûr, on essaye d'éviter de faire des tonneaux quand même, mais en cas de tonneau, la ceinture de sécurité, elle va me plaquer contre le siège. C'est pour ça qu'on dit que dans une voiture, il n'y a personne qui occupe une place sans être attaché. Même la belle-mère ou la grand-mère assise à l'arrière du véhicule doit être attachée. Une place, une personne, une ceinture de sécurité. Rien ne doit balader ou rien ne doit pas avoir de ceinture de sécurité dans une voiture. D'ailleurs, je me suis personnellement investi dans ce propos-là et je vous laisse voir une courte vidéo. Donc voilà, dans la vidéo qu'on vient de voir, on s'est aperçu que grâce à la ceinture de sécurité, lorsque le véhicule fait un tonneau, je suis bien plaqué dans mon siège et je ne risque pas d'en décoller. Alors oui, la voiture risque de s'écraser sur moi, etc., etc. Mais n'empêche que si elle ne s'écrase pas sur moi, et la plupart du temps les tonneaux ne sont pas assez violents pour que la voiture s'écrase sur nous, ben je suis protégé parce que la ceinture m'a plaqué contre le siège de sécurité. Et ça c'est très important. Autre chose, alors on l'a peut-être pas bien vu dans la vidéo, c'est normal, parce que la vidéo n'était pas forcément d'une excellente qualité et puis on n'a pas zoomé à l'intérieur. Mais dans la voiture, en fait, on avait des objets qui volaient, balles de tennis, etc. Et ça aussi, c'est une sensibilité qu'il faut avoir lorsque je vais rouler dans une voiture. Moi et tous les occupants doivent être attachés, mais j'essaye d'éviter aussi que des objets traînent dans la voiture. Alors je sais qu'on a toujours des portes où c'est un peu le bins dans la voiture, mais on essaie de ranger les objets. Parce qu'une balle de tennis, une paire de lunettes de soleil, quelque chose qui est insignifiant, qui est juste posé par terre dans la voiture, en cas de tonneau ou en cas de projection, je vous rappelle la formule tout à l'heure de l'énergie cinétique, plus je suis en mouvement, plus j'accumule de l'énergie cinétique, et un simple petit objet qui va peser que quelques centaines de grammes peut finir dans votre tête en pesant quelques milliers de grammes, autrement dit des kilos. Et là par contre ça peut être très dangereux. Pareil pour les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, le mieux, alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur ça pour le détail, un chien, le mieux c'est qu'il soit dans une cage. Alors oui, ça paraît un peu, pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine-là, un peu frustrant, mais n'empêche que la cage, elle va permettre au chien d'être en sécurité. En cas de tonneau, la cage ne se compressera pas. Le chien, ça évitera de se transformer en projectile en cas d'accident. Et puis surtout, si jamais il y a un accident et que les pompiers doivent intervenir, ils n'interviendront pas sur votre voiture si votre animal de compagnie est en liberté à l'intérieur de celle-ci. Il faut qu'il soit condensé. Bref, voilà pour la ceinture de sécurité. Voilà pour les objets, je crois que j'ai rien oublié. Par contre, maintenant qu'on a parlé de la sécurité en voiture, il faut aussi faire attention aux autres usagers sur la route. Et notamment, le deuxième véhicule dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, les motos. Les motos, malheureusement, quand on passe notre permis voiture, notre permis B, on ne nous apprend pas à vraiment les identifier. On ne nous apprend pas à vraiment apprécier leur vitesse. Il faut savoir qu'un motocycliste, il est beaucoup plus rapide que nous, beaucoup plus vif que nous, et en général, il roule plus vite qu'une voiture. Et en plus de ça, notre cerveau, vu que la moto ne représente que 2% du trafic, on n'a pas l'habitude de les voir sur nos routes. Autrement dit, on n'a pas l'habitude de les apercevoir. Donc à nous en tant qu'automobilistes, à faire attention à eux. Et justement, ça fait une transition pour ma deuxième partie de vidéo. A tout de suite. Deuxième partie de la vidéo, cette fois-ci sur les motos. Alors, première chose qu'il y a à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les motos, au permis voiture, on ne nous apprend malheureusement pas à les anticiper. La première fois qu'on m'a appris à anticiper une moto, ou du moins qu'on m'en a parlé, ça a été justement quand j'ai commencé mes leçons de conduite en moto. C'est assez dommage. Alors déjà en plus, la moto c'est déjà assez dangereux. Si en plus on n'apprend pas aux autres malheureusement à les anticiper, ça peut rajouter du danger. D'ailleurs déjà, ce qui est très drôle en moto, ou pas d'ailleurs, première fiche à l'oral moto, donc ceux qui passent les permis ils savent de quoi je parle, on vous dit qu'à kilométrage égal, en un an, un motard a 23 fois plus de risque d'être tué qu'un automobiliste. Donc déjà ça met bien les bases et ça nous calme de suite. Bref.
Donc la moto c'est beaucoup plus dangereux pour plein de raisons. On est beaucoup plus rapide, on est sur 2 roues au lieu de 4, et surtout, et c'est ce dont je vais parler tout de suite, on n'a pas de carrosserie. Autrement dit, tout à l'heure, quand je parlais de l'énergie cinétique, alors forcément elle va être un peu moins grande par la masse, mais plus grande par la vitesse, puisque la vitesse influe sur l'énergie cinétique. Bref, en cas d'accident, il n'y a pas de carrosserie. Donc en cas d'accident, il n'y aura rien qui va se déformer à notre place. Par contre, ce qui va se déformer à notre place, c'est notre équipement. D'où le choix de notre équipement, qui est extrêmement important. 2 équipements sont strictement obligatoires, et d'autres sont obligatoires vitalement. 2 sont obligatoires au niveau légal, d'autres sont obligatoires au niveau vital. Et je deviens poète en plus. Donc, premier équipement qui est strictement obligatoire, le casque. Alors, je vous laisse chercher sur internet des vidéos qui vont expliquer les 3 types de casques. En tout cas, je vous le dis pour l'instant, puis pour des exemples, je vous laisse aller sur Google, où je vous mettrai le lien en description. Plusieurs casques existent. Le casque le moins difficile à porter, entre guillemets, surtout pour quelqu'un qui est claustrophobe, c'est ce qu'on appelle le casque jet. On le connaît tous, c'est le casque des bikers sur Harley Davidson ou des fameux pilotes de T-Max. Le casque jet, c'est un casque qui va nous protéger seulement la boîte crânienne, mais pas le visage. Le gros avantage, c'est que du coup, l'écran, ce qu'on appelle la visière, ne s'embue pas, puisque vu que c'est très aéré, il n'y a pas de buée qui va se former sur la visière. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en cas de faceplant, en cas de choc avant ou en cas de chute vers l'avant de la moto, notre mâchoire, elle risque de disparaître. Donc en termes de protection, on a quand même vu mieux, c'est dommage. À l'opposé du casque jet, on a justement le casque intégral. Personnellement, ça a été mon choix. Le casque intégral, il a 2 avantages. En plus, le mien, il est super stylé. Vous remarquez d'ailleurs que j'ai mis 2 marques qui sont concurrentes sur le même casque, bref. Mais en tout cas, le casque intégral, premier avantage, c'est qu'il est moulé en une seule pièce. Donc déjà, il protège mieux et il a moins de risque de casser lors d'un choc qu'un casque jet ou qu'un casque modulaire qu'on verra juste après. Deuxième avantage, vu qu'il est très simple à la fabrication, entre guillemets, pour les modèles basiques, au niveau du prix, ça va se ressentir, puisque ce sont les casques les moins chers du marché. Alors bien sûr, si on prend un casque jet, on peut très bien monter un casque jet qui est beaucoup plus cher qu'un casque intégral. Mais si on prend la même gamme de prix, la même marque et la même gamme, on aura toujours un prix inférieur sur un casque intégral que sur un casque modulaire, qu'on verra juste après. Le casque jet, c'est un petit peu particulier. Donc le casque intégral, je vais le prendre pour exemple, il est composé de quoi? Une calotte, la partie dure, qui est super stylée parce qu'il y a de la peinture. On a un calotin à l'intérieur. Et en fait, entre la calotte et le calotin, c'est une sorte de sandwich de polystyrène, c'est-à-dire que je vais avoir ma calotte ici, donc la partie dure, à l'intérieur mon calotin où il y aura mon crâne, bien sûr il y aura un petit peu de mousse mais mon crâne, entre les deux il y a du polystyrène. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la compression de l'énergie, le polystyrène, c'est lui qui va se compresser à la place de votre crâne en cas de chute. D'où l'importance de ne jamais acheter un casque d'occasion, parce que si on prend un casque d'occasion, on peut très bien avoir un casque qui a déjà chuté. Autrement dit, le polystyrène à l'intérieur n'est plus efficace parce qu'il est déjà comprimé, mais la calotte est en bon état. Autrement dit, on peut avoir un casque qui visuellement est tout neuf, sauf qu'en réalité il ne sert à rien. Mis à part ne pas prendre d'amende, mais au niveau vital, il ne sert à rien. Au niveau du casque, donc, nous avons caloté avec la mousse, et nous avons bien sûr ce qu'on appelle l'écran. Alors nous on l'appelle tous la visière, mais le vrai nom c'est l'écran, qui est fixé sur des platines d'écran. Alors pour le détail, parce que c'est demandé maintenant, alors plus à l'oral de la moto, mais à l'ETM, l'épreuve théorique moto, je ferai une vidéo plus tard peut-être sur la moto en particulier. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que voilà, le casque est obligatoire et surtout il faut qu'il soit homologué. Alors soit avec la lettre NF pour norme française, soit avec la lettre E pour Europe. Souvent maintenant les casques, il y a une lettre E avec un chiffre. Moi par exemple, on le voit sur le côté. Alors sur l'étiquette, elle est un peu embêtante à trouver. Elle est ici. Bon, on n'y verra pas grand chose, mais on le retrouve aussi sur le côté de la visière. Je pense qu'on le verra mieux. Même pas. Bon bref, il y a marqué E9. E pour Europe, 9 pour Espagne. Le chiffre correspondant à un pays. Pour la France, c'est le chiffre 2. Bref, donc le casque, il faut qu'il soit homologué, il faut qu'il ait moins de 5 ans, parce qu'au bout de 5 ans, à l'intérieur, le polystyrène se périme, et donc n'est plus efficace. Mais de manière générale, le casque doit être neuf et homologué. Deuxième équipement strictement obligatoire, les gants, pareil. Les miens ils sont trop stylés.
Bon, c'est du Monster Energy, c'est Alpinestar qui fait ça. Des gants mi-saison, bon bref, on s'en fout pour l'instant un petit peu des différents gants qui existent, mais en tous les cas, il faut qu'ils soient homologués. Il faut des coques à ce niveau-là. Alors les rumeurs disent que c'est pour mettre des coups de poing, en réalité pas du tout. Hein. Bien sûr, c'est pour éviter que lorsqu'on se prend des pierres sur la route, ben, que la main reste paralysée. Ce qui peut être très dangereux. Pareil, hein, sur l'étiquette, il faut qu'il y ait... On n'a pas assez de lumière, c'est malheureux. Mais en gros, il y a un dessin de moto avec, pareil, la lettre CE pour Comité européen ou Commission européenne. Et puis un petit dessin de moto dessus. Bref, donc les gants et le casque sont strictement obligatoires. Si vous ne voulez pas avoir d'ennui, il vaut mieux en avoir. En plus, je fais des rimes, c'est parfait. Ce qui est fortement conseillé, chaussures montantes et coquets. Des chaussures qui, non seulement vont être pareil, stylées quand on les prend en sortie, chaussures anti-torsion, c'est-à-dire qu'en fait, si je chute, le pied ne peut pas se tordre à l'intérieur. Un renfort au niveau de la malléole. Et puis, c'est un peu comme des chaussures de sécurité, elles sont rigides. Moi, ça m'est déjà arrivé de laisser traîner le pied. On voit un petit peu des fois des petites déchirures. Je préfère que ce soit la chaussure qui prenne plutôt que mon pied. Et pareil, il y a des étiquettes d'homologation à l'intérieur. Voilà, on le voit là, la petite moto. Bref, au permis, on demandera juste d'avoir des chaussures montantes, mais des chaussures homologuées, c'est quand même mieux. Ensuite, pareil, la dorsale, pareil, elle n'est pas obligatoire. Le problème, c'est qu'en moto, les accidents les plus graves, ils arrivent sur quelle partie du corps? Premièrement, la tête, avec des traumatismes crâniens et des conséquences irréversibles. Et deuxièmement, ils arrivent au niveau de la colonne vertébrale. Si je casse ma colonne vertébrale, en dessous d'elle-même, j'ai la moelle épinière. Et tout dépend de l'endroit où je vais casser ma colonne vertébrale, je vais être paralysé. Alors paralysé des jambes, si je casse ma moelle épinière en bas du dos. Et puis paralysé jusqu'aux aux deux jambes et aux deux bras, si jamais la cassure se fait plus haut au niveau de la moelle épinière. Donc extrêmement dangereux et bien sûr, il ne faut pas jouer avec ça. D'où l'importance de porter une dorsale. Alors, elles sont parfois intégrées au blouson, parfois elles sont libres. L'intérêt, c'est qu'elles ne se retournent pas sur elles-mêmes, il faut qu'elles soient bloquées à ce niveau-là, qu'elles ne puissent que se courber au niveau de votre dos, pour éviter d'avoir une blessure au niveau de la colonne vertébrale. Bref, la dorsale, elle n'est pas obligatoire, légalement, mais obligatoire vitalement. J'adore ce mot. Bon, après il y a le blouson, le mien je ne vous le montre pas parce qu'il est un peu vieux, mais il est trop classe. Les blousons et les équipements moto, donc aussi bien pantalon que blouson ou combinaison, il y en a des plus ou moins efficaces. Alors je suis désolé pour les végans, mais à l'heure actuelle, la matière qui résiste le mieux à l'abrasion, c'est le cuir. Il existe quand même des matières synthétiques qui sont adaptées à la chute en moto et à l'abrasion. Sachant que, si par exemple vous voulez faire un jour de la piste, le casque intégral est obligatoire, on ne va pas parler de modulaire, on ne va pas parler de casque jet, et la combinaison de piste est obligatoire. Justement, je viens de me rappeler que j'ai oublié de parler du casque modulaire. Le casque modulaire, en gros, on les voit souvent dans la gendarmerie par exemple, ça reprend le design d'un casque intégral. La seule différence, c'est que la mentonnière, c'est-à-dire la partie de devant, elle peut se relever derrière le crâne. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il est à mi-chemin entre le casque jet et le casque intégral. Ça peut être un casque jet si on relève la mentonnière derrière le crâne, ce qui nous permet de rouler le visage au frais. Et puis, il peut se transformer quand on prend de la vitesse, si on ferme la mentonnière en casque intégral. Le problème, c'est qu'ils sont quand même relativement beaucoup plus chers que les casques intégrales, ou les casques intégraux. Et puis surtout, ils sont un petit peu moins sécurisés, puisque vu que ce n'est pas une coque qui est complètement moulée, en cas de choc frontal, la mentonnière risque de se déverrouiller. Donc le casque intégral, c'est quand même le top du top, à mon sens. Bon, après chacun voit ce qu'il veut. Bref, donc au niveau de la moto, on a différents éléments qui sont obligatoires ou pas, mais qui sont au moins vitaux. Et de manière plus générale, après on peut très bien mettre des coques au niveau des bras, au niveau des avant-bras, au niveau des poignets, etc. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment les endroits du corps qui vont le plus craindre en moto, c'est la tête et la colonne vertébrale. En ce qui concerne l'équipement, je reviens sur un équipement qui est aussi important que le blouson, c'est le pantalon. Le pantalon, lui, qui va protéger vos jambes en cas d'abrasion, il en existe une multitude de sortes. Et il y a des pantalons qui protègent plus ou moins bien. Alors je ne vais pas m'aventurer dans un test très complet des différents pantalons, puisque iSide, qui est une chaîne YouTube que je suis, a fait un très bon test avec Bader et Adrien, pour ceux qui connaissent, je vous mettrai le lien en description. Et en fait, ils font une vidéo dans laquelle ils vont tester 3 pantalons. Un pantalon bon marché, un jean. Bon, un jean bon marché, un jean très cher, mais qui est juste cher parce qu'il est à la mode, et puis un jean qui, pareil, n'est pas forcément donné, mais qui est spécialisé moto. Et en fait, en gros, Adrien traîne à l'arrière d'une moto les 3 jeans différents par terre,
et on voit à l'arrivée lequel a le mieux tenu. Alors je vous spoil déjà la vidéo. Le premier pantalon qui est bon marché, il s'est déchiré en 10 mètres. Le pantalon qui était très cher, mais juste pour la mode, il est un peu mieux tenu, mais on sent très bien que les jambes en dessous ont quand même brûlé. Et puis le pantalon qui est un pantalon spécialisé pour les motos, lui c'est celui qui a le mieux tenu. Et puis en plus de ça, dans ces pantalons moto, on peut y glisser des coques de protection pour, en plus de se protéger des abrasions, se protéger aussi des chocs. Mais ça, je vous mettrai en description le lien qui va vers cette vidéo-là et qui permet de bien voir la différence entre les différents types de pantalons. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, 23 fois plus de chances de mourir en moto, c'est déjà ça calme, mais il faut porter les équipements de sécurité. Pareil, il faut éviter de faire de la moto en tongs. Si on met le pied par terre, vous imaginez l'état du pied après. Donc voilà, voilà pour la moto et voilà pour la voiture. Donc c'est ce qui va mettre fin à cette vidéo. On a parlé de la voiture et de la moto. Par contre, sur demande, je peux faire des lives ou d'autres vidéos plus spécifiques sur la voiture avec le code de la route voiture, plus spécifique sur la moto avec le fameux ETM qui remplace le fameux oral. Donc avant, pour la moto, grosso modo, on avait le plateau et un oral. Maintenant, l'oral est supprimé. C'est une épreuve théorique moto. C'est comme un code de la route, mais spécialisé pour les motos. Donc on pourra en parler parce qu'il y a des petites techniques pour se rappeler de certaines choses. On a des calculs aussi qu'il faut connaître par cœur. L'énergie cinétique, par exemple, je ne me suis pas attardé dessus, mais elle est à connaître pour l'ETM. Et puis je pourrais aussi faire d'autres vidéos sur de la sécurité un peu plus large, parce qu'à la base, je suis quand même prof de PSE, donc pour des lycées professionnels, je pourrais par exemple faire une vidéo sur les CACES. Donc le CACES, C-A-C-E-S, certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité. Il y a un code du chantier qui est comme un code de la route mais spécifique au chantier. Il faut répondre à 100 questions, faire 70 bonnes réponses minimum. Pareil, ça demande déjà de sécurité, etc. Donc je ferai peut-être une vidéo que sur le CACES. On pourra aussi faire des vidéos sur le SST, parce que du coup le sauveteur secouriste du travail c'est aussi un diplôme qu'on passe en lycée professionnel et puis c'est très important de l'avoir, ça peut être utile. Donc voilà, je suis ouvert à pas mal de propositions, etc. On fera d'autres vidéos. Là, je voulais me concentrer vraiment sur la voiture et la moto parce que c'est vraiment le véhicule de tout le monde. Puis après, on se concentrera sur d'autres véhicules et pourquoi pas aussi sur les fiches à apprendre par cœur pour le permis poids lourd ou calculer des masses pour le permis poids lourd. Bref, je suis vraiment ouvert à toutes les disciplines en lycée professionnel et j'ai commencé par les deux véhicules de Monsieur Tout le Monde. Bref, c'est ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt.